Certain. Ben, moi, je pense qu'on devrait quand même commencer parce que le temps avance. Et puis, je vous présente officiellement professeur Jérôme Proulx de l'Université du Québec à Montréal. Euh, Très, très cool. C'est son premier hangout, imaginez. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour nous. Et en tout cas, pour moi, c'est très spécial parce qu'on est comme un élève dans sa classe. On est dans sa classe à l'Université de Québec à Montréal. C'est vraiment, vraiment cool. Et puis, Jérôme va nous présenter quelque chose qui devrait nous faire penser parce qu'à chaque fois qu'on passe à travers Jérôme, on pense, mais beaucoup. Alors, Jérôme, je te cède la parole. Parfait. Bon, bonjour. En effet, c'est très particulier pour moi de vous accueillir dans la classe, mais de ne pas vous voir, malgré les petits écrans. Je reconnais certains visages, par contre, en minuscule. Oui, bonjour. euh, et puis, il est possible, j'arrive pas à partager bien mon écran, donc j'ai fermé tous les autres logiciels, mais si vous entendez des petits bruits ici et là, c'est possible, mais on va essayer quelque chose comme ça. Euh, donc, parfois, je vais vous montrer la présentation PowerPoint qui, elle non plus, ne veut pas tout se charger, mais on va vivre avec ça. Et puis, parfois, je vais être au tableau quand je vais vous parler des travaux qu'on a conduits. On n'a pas beaucoup de temps, donc il y a peut-être des bouts que je vais couper, mais on regardera un peu. Bon, Jules a dit que l'idée de faire penser, c'est sûr que pour moi, l'intérêt de donner une présentation ou de parler à des enseignants, des conseillers pédagogiques, des gens du ministère, euh, c'est rarement dans le but de. C'est-à-dire que c'est possible que je ne vous fasse pas toujours sourire. Je vais vous dire des choses qui nous habitent dans nos travaux de recherche, dans mon équipe, et qui sont des fois pas toujours des aspects euh, simples à saisir. S'ils étaient si simples, on ne travaillerait pas sur ces choses-là. Et donc, il y a peut-être certaines choses qui vous surprendront ou qui vous feront réfléchir davantage. Ça aurait été bien d'avoir une partie peut-être de discussion à la fin, si c'est possible. On verra. Sinon, vous avez mes coordonnées. On pourrait toujours engager une discussion, soit par après, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou tout ça. Et donc, j'espère qu'il y aura beaucoup d'éléments pour vous faire penser, que ce soit des fois des tâches que je vais vous montrer qu'on a données aux élèves dans les classes, ou une réflexion, une citation. Donc, il y a probablement beaucoup d'éléments là-dessus. Je vais commencer avec la. Je vais juste vous mettre un partage d'écran. Alors, voilà. Ça devrait être bon. Alors voilà, donc c'est le plus grand que je suis capable de mettre la présentation PowerPoint. Donc ça, c'est le titre. Bon, les mathématiques comme activité de résolution de problèmes. Donc je vais discourir sur ce thème-là, disons, dans le temps que j'ai. Je vais commencer en vous disant en fait que lorsque Mme Diane m'a contacté, je lui ai demandé qu'est-ce qui intéresserait peut-être, qu'est-ce qui vous intéresserait, pourquoi me contacter, qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça. Et voici deux aspects qui sont sortis que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Alors, je vous les montre. Alors, la première question était pourquoi faut-il appliquer un changement en mathématiques? Donc, j'imagine qu'il y avait une intention de dire peut-être il faut faire autrement à l'école, comment on doit faire des choses différemment. Donc, c'est un thème qui est particulièrement intéressant. Et l'autre était, bon, les maths ont évolué depuis que nous-mêmes, on est sortis de l'école. On a peut-être, grosso modo, peut-être la même âge, certains plus jeunes que moi, certains un peu plus âgés. Et pourquoi cette évolution-là, elle est nécessaire, donc j'imagine aussi dans le cadre de l'école. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant comme questionnement, parce qu'une chose que des fois, je vais même dire, c'est notre curriculum est vieux. Et ça qu'on regarde un peu partout à travers le monde, qu'on soit, bon, moi je viens du Québec majoritairement, que je suis, en ce moment je suis en Alberta parce que je travaille avec les gens ici. Le curriculum, il est constamment rénové, mais il est vieux en même temps. Parce que les contenus qui sont dedans, si on les regarde, c'est des contenus en fait qui ont sinon pas plus, mais au moins 200 ans. Ça fait des années qu'on travaille ces contenus-là. On cherche des façons, des fois novatrices, de les faire, mais on est toujours sur le même contenu. Et bon, ça va, c'est sûr qu'on pourrait ajuster. Donc, si on se demande comment on pourrait les faire avancer, comment on pourrait les faire adapter en fonction de ce qui se passe peut-être au niveau des mathématiques chez les mathématiciens ou même dans les pratiques mathématiques qu'on retrouve dans la vie de tous les jours chez les ingénieurs, les médecins, et tout ça, à l'école, en fait, on pourrait, par exemple, se dire, ben, peut-être qu'il faut travailler les fractales. Hein, c'est vrai que les fractales, c'est quand même presque devenu un vieux thème.
qu'on connaît la plupart d'entre nous. Donc, on a ici l'ensemble de Mandelbrot à gauche, en haut, on a différents types de fractales. On est capable, en fait, beaucoup de gens ont travaillé à travailler les fractales à l'école de façon un peu expérimentale avec les enfants. Ce qui est intéressant avec les fractales, par exemple, c'est l'idée du périmètre infini compris à l'intérieur d'une ARL qui est finie. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être exploitées lorsqu'on pense à des mathématiques nouvelles. Bon, nouvelles entre guillemets, hein, elles ont au moins elles ont une bonne 40-50 d'années. Donc, elles ne sont pas si nouvelles, mais elles sont nouvelles sur une échelle très longue de l'évolution des mathématiques, sur l'histoire des mathématiques, en fonction évidemment quand on la démarre, cette histoire-là. Donc, on aurait des trucs comme ça. On peut penser, bon, le triangle de Sierpinska, beaucoup de choses qu'on voit une fois de temps en temps dans la vie qui sont particulièrement accrochantes au niveau visuel, hein, et puis il y a beaucoup de géométrie qui peut être travaillée là-dessus. Les fameux problèmes de longueur de côte, là ça c'est la côte de l'Angleterre, qui est un problème assez connu avec les fractales, dans lesquels on pourrait engager une certaine activité. Bon, ça c'est la création d'arbres par des itérations, la récursivité, qui sont des dimensions mathématiques particulièrement intéressantes, l'autosimilitude, la récursivité, et ainsi de suite. Ce qui est aussi bon, voilà, on peut en faire en 3D. Ce qui est aussi, par contre, très intéressant, c'est qu'une des raisons pour laquelle, entre autres, on travaille la géométrie euclidienne à l'école, ce qui est souvent donné comme argument, c'est que la géométrie euclidienne, elle permet de donner un sens au monde, de modéliser le monde, parce qu'on se dit, on retrouve les objets de la géométrie euclidienne, les cylindres, les droites, les carrés, les cubes, dans le monde. Mais les mathématiques, avec les fractales, nous ont montré que finalement, si on voulait vraiment modéliser la vie de tous les jours, le monde qui nous entoure en 3 dimensions, c'est pas mal plus les fractales en fait qui seraient utiles. C'est comme ça que les biologistes vont servir pour essayer de mobiliser les reins, par exemple, de modéliser les reins, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du disproportionnement, différentes maladies ou ainsi de suite. On le retrouve dans la nourriture. On retrouve Mandelbrot, un des inventeurs des fractales, même on pourrait dire le père, disait les nuages ne sont pas faits de sphères, en fait, les arbres ne sont pas faits de troncs d'arbres, tout est fractal, en fait. On ne retrouve pas ces objets-là euclidiens, on retrouve beaucoup plus des aspects fractales. Donc, c'est un exemple, en fait, de si on voulait faire avancer le curriculum, c'est vrai que les fractales, on pourrait peut-être penser qu'on pourrait les intégrer. Bon, un autre, bon, c'est comme ça. On pourrait penser aussi une chose qu'on pourrait voir, c'est le travail qui a été fait en logique floue depuis peut-être une 50aine d'années. Je vous donne un exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait, c'est... par exemple, si on demande, j'ai 3 affirmations qui sont là, que vous voyez sûrement, le produit de 2 nombres négatifs est négatif. Donc, si je vous demandais si cette affirmation-là, elle est vraie ou fausse, j'ai bon espoir que la plupart d'entre vous, vous diriez qu'elle est fausse, en fait. Si on avait l'affirmation aussi, tous les nombres pairs sont divisibles par 4, j'ai aussi bon espoir que vous disiez que non, en effet, c'est faux aussi cette affirmation-là. En même temps, cette deuxième affirmation-là, elle semble un peu moins fausse que la première parce que, bon, il y a beaucoup de nombres pairs qui sont divisibles par 4. En fait, à chaque bond de 2 nombres pairs, on retrouve un nombre qui est divisible par 4. Elle est quand même fausse au niveau de la logique mathématique habituelle ou élémentaire parce qu'on devrait retrouver une affirmation qui est toujours vraie et un seul contre-exemple suffit à prouver que l'affirmation est fausse. Mais en même temps, on a une certaine impression, un sentiment que la deuxième affirmation n'est pas aussi fausse que la première. La même chose pour la troisième. Tous les nombres premiers sont impairs. Ben, c'est pas mal vrai aussi que tous les nombres premiers sont impairs, mais comme affirmation mathématique, c'est une affirmation qui est fausse parce qu'on peut trouver un contre-exemple qui est le nombre 2, qui est aussi un nombre premier. Mais en même temps, elle est encore moins fausse que la deuxième était et évidemment vraiment moins fausse que la première elle est. Et en logique floue, on va travailler, par exemple, avec l'idée de gradient. Bon, je caricature un peu parce que les travailleurs en logique floue au niveau des mathématiques avancées sont très, très spécialisés, mais si on pensait à ça, par exemple, on va pouvoir, dans un gradient, dire où se situe chacune de ces affirmations-là. On retrouverait, par exemple, l'affirmation 1, où le produit de 2 nombres négatifs est négatif, constamment dans la branche 0. Alors que la deuxième affirmation, on la retrouverait peut-être dans le milieu, autour d'un certain 50%. Et puis, la même chose pour tous les nombres premiers sont pairs, on est pas mal plus proche du 1 qu'on est proche du 0. Bon, pourquoi je parle de ça? C'est un autre exemple, en fait, d'avancée mathématique très importante dans les années 60 où on s'est mis à s'intéresser à ça, qui serait un exemple de choses que le curriculum scolaire pourrait intégrer, sans dire qu'il devrait l'intégrer. Ce que je vous dis, c'est que si on se met à penser à des avancées ou à des changements
au niveau des contenus, ça serait la même chose, ça serait un exemple. Et si on pense à la vie de tous les jours, parce qu'on veut, évidemment, beaucoup de curriculums insistent sur l'idée de pensée critique chez les élèves, ben, je crois qu'il y a quelque chose en arrière de la logique floue où on peut se positionner sur un certain gradient de fausseté ou de vérité qui se rapproche beaucoup plus du travail qu'on va faire dans la vie de tous les jours lorsqu'on argumente, lorsqu'on discute de situations ou lorsqu'on modélise le monde mathématiquement, que la logique habituelle qu'on a appris peut-être certains d'entre vous dans les années 70-80, les années 80 c'était mon cas, où on apprenait des non-P, non-Q et ainsi de suite, des trucs de ce genre-là. Un autre exemple. Bon, un autre exemple, mais je vais passer vite, ça pourrait être la géométrie non euclidienne. Et ça, c'est encore beaucoup plus vieux que la géométrie fractale, où on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe au niveau géométrique sur des objets qui ne sont pas le plan, qui sont sur la sphère, qui sont sur le cône, qui sont sur des hyperboles, donc des travaux hyperboliques davantage, ou des plans courbés et tout ça. Bon, peut-être que ces images-là, vous les reconnaissez un peu. Par exemple, lorsqu'on se promène en avion, on se rend bien compte que l'avion ne semble pas, entre guillemets, parcourir une ligne droite, même s'il parcourt une ligne droite, on ne va pas parler dans ces termes-là, on va parler de géodésique, par exemple, et donc dans d'autres termes. Mais c'est un autre exemple, la géométrie euclidienne, et c'est pour ça que je le ramène aussi, qui est une branche de la géométrie, en fait, tout près de notre réalité de tous les jours, parce qu'on est sur la Terre, qui peut être modélisée par une sphère, davantage elliptique à certains endroits, mais qui amène en fait une vision du monde qui est peut-être différente, pour certains plus proche, que la vision euclidienne typique apporterait. Donc, si on avait à faire bouger le curriculum comme on me le demandait au niveau du questionnement, ben peut-être que c'est des entrées possibles. En même temps, donc, on peut aussi, par contre, se rappeler que cette question-là, elle a été posée dans les années 50-60. Et lorsqu'on a essayé dans les années 50-60 d'arrimer les maths scolaires avec le progrès mathématique de ce temps-là, je dis d'aujourd'hui, mais c'est évidemment du dernier siècle, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent qu'est-ce que ça a donné. On a travaillé avec les maths modernes, hein, les ensembles, la théorie des ensembles, et vous avez des photos là-dedans, à droite, ce qu'on appelait dans certaines places les patates, en fait, pour représenter les fonctions, les bijections, et ainsi de suite. On apprenait du vocabulaire, vous avez des pages de manuels ici, très typiques des travaux de Papy, entre autres, où les enfants, dès la première année, devaient travailler dans cette optique-là. Et bon, malgré que ça pouvait être vu de façon très positive pour certains, je sais très bien que certains ont gardé un souvenir très amer de cet arrimage des mathématiques modernes, donc les mathématiques que les mathématiciens faisaient depuis quelques années, donc peut-être 50-60 ans avec la théorie des ensembles, avec l'avènement de ces mathématiques-là dans les curriculums. Alors l'idée d'arrimer les maths au changement en mathématiques, ça nécessite une énorme réflexion qui ne va pas nécessairement de soi et qui a donné, dans le cas des maths modernes, à une révolution complète de ce qu'on pensait qui étaient les mathématiques, surtout à l'encontre d'un travail de maths moderne. On ne retrouve plus pas très présent, à part les insistances sur le vocabulaire, les aspects des maths modernes qui se sont davantage effacés avec le temps. Mais c'est un exemple, c'est-à-dire que pas tout est beau lorsqu'on se met à penser comment pourrait-on adapter le curriculum avec les mathématiques d'aujourd'hui, malgré que les gens qui ont essayé d'insérer les maths modernes, il y aurait long à dire évidemment là-dessus, mais qui ont essayé d'insérer les maths modernes dans les curriculums avaient de très très belles intentions axées sur le sens et le travail très concret, mais qui a résulté en fait un travail complètement différent. Donc, j'amène ces exemples-là justement pour réfléchir, parce que je crois qu'en fait, au final, la question, elle n'est peut-être pas là, c'est ce que j'écris ici. La question, moi, que j'aurais envie de poser, donc tout ce préambule un peu long, mais en même temps pour vous mettre en haleine, peut-être vous titiller votre œil, parce qu'il y avait des choses, évidemment, esthétiquement assez intéressantes là-dessus, c'est de se demander, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec les mathématiques? On demande dans cette question-là, quel changement on devrait apporter? Mais la question, moi, j'ai envie de la retourner de l'autre côté et se dire, qu'est-ce qu'on a fait avec les mathématiques qui fait en sorte qu'on arrive à se poser cette question-là et qu'on travaille les mathématiques de la façon dont on les travaille? Et je vais être assez drastique dans ma réponse à cette question-là. En fait, et là, je vais enlever le partage d'écran. Vous allez me voir, je ne serai pas enflammé, évidemment. Mais... La question qu'on peut se poser, c'est en fait, comment ça se fait que si on conçoit les mathématiques qui sont une activité, en fait, on en a fait un travail de contenu?
Ça, c'est une question, moi, je pense, qui vaut, en tout cas pour nous, qui vaut énormément la peine d'être posée. C'est-à-dire que plutôt que de se demander comment on pourrait faire mieux les mathématiques ou quels changements on devrait faire, la question au fondement, en fait, c'est comment se fait-il qu'on est rendu à travailler les maths au niveau uniquement des contenus? Donc, on s'intéresse dans les curriculums à énumérer les contenus, à dire qu'est-ce qui doit être enseigné, à s'assurer que les enfants apprennent ces choses-là. Et ensuite, bon, évidemment, bon, il y a différentes façons de faire. Je caricature un peu, puis je fais exprès, hein, parce que j'essaye un petit peu de provoquer certaines réflexions là-dessus. Mais pour moi, c'est ça qui m'apparaît très important. On s'intéresse aux connaissances, on s'intéresse au savoir, on s'intéresse au contenu, aux unités d'apprentissage, aux concepts qui seront travaillés en mathématiques. Si on conçoit les maths comme une activité de résolution de problèmes, qui a été très, très, très longtemps conçue comme ça, en fait, on est assez surpris de cette entrée-là sur les contenus qu'on peut voir dans les curriculums. Alors, la question n'est pas nécessairement quel changement on devrait faire, mais comment ça se fait qu'on a fait ce changement-là pour rendre des mathématiques si presque statiques, on pourrait dire, ou même avec un accent très, très fort sur les contenus. Donc, c'est dans cette réflexion-là que je vous inviterai, en fait, que je vous invite à regarder avec moi certains aspects qu'on fait, nous, avec cette idée-là que les maths, en fait, sont une activité de résolution de problèmes, que si on enlève les problèmes, en fait, il n'y a plus de mathématiques. Louise Poirier, une collègue, disait tout le temps, sans problème, ben, il n'y a plus de mathématiques, en fait. Les mathématiques naissent de problèmes, vivent dans les problèmes et se font à travers des problèmes. Mais lorsqu'on n'a plus de problèmes, finalement, ben, les mathématiques disparaissent, s'affaissent et ainsi de suite. Et donc, l'idée d'activité de résolution de problème, ben, elle est diverse. Hein. On pourrait parler, il y a l'idée ça peut être de raffiner des travaux, de faire des exercices, de poser des questions, ainsi de suite. Mais le travail très actif en mathématiques, qui définit l'activité mathématique en tant que telle, cet aspect-là, je crois que c'est quelque chose qui m'apparaît très important, et puis que je veux vous parler pour vous montrer comment on a peut-être transformé les mathématiques de ce qu'elles étaient, en fait, en voulant peut-être les institutionnaliser ou en les rendant, en fait, une matière scolaire travail. Bon, ça fait beaucoup d'idées. Peut-être vous vous dites, bon, ça a l'air beau, tout ça. On a déjà entendu parler de ça, les maths par résolution de problèmes, puis ainsi de suite. Et puis, donc, je vais essayer de vous donner des exemples, en fait, bon, à travers cette caricature-là, des choses que nous, on fait, des choses qu'on a fait dans nos travaux de recherche. Donc, je vais vous parler de mes travaux de recherche. Je vais vous montrer un peu le cadre dans lequel on place les élèves et vous serez à même de peut-être vous intéresser à ce qui est fait davantage ou à vous questionner, en fait, sur l'activité elle-même dans laquelle les élèves sont engagés. Parce qu'une des choses qui nous intéresse très, très fortement, nous, en fait, c'est de ne pas travailler sur on ne s'intéresse pas dans les travaux qu'on fait avec les élèves à une certaine reproduction des mathématiques que nous, on connaît. On s'intéresse davantage à placer les élèves en situation pour qu'ils essaient peut-être même de nous surprendre un peu, en fait, qui nous amènent en dehors des mathématiques que nous, on connaît depuis des vingtaines d'années qu'on fait de tous les jours. Alors, les travaux que moi, je conduis sont, entre autres, ceux qui me connaissent, sur le calcul mental. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour le calcul mental? La plupart d'entre vous, vous connaissez assez bien ça. Au primaire, on en fait, on travaille les nombres. On demande aux élèves de multiplier 18 par 42, et puis on demande la diversité de stratégies, puis ainsi de suite. Donc, différentes provinces se sont intéressées, entre autres, à insérer la diversité, les approches personnelles, puis ainsi de suite. L'entrée qu'on a eu envie d'avoir, nous, dans nos travaux, c'était de faire du calcul mental, mais sur d'autres thèmes que les nombres, que uniquement l'arithmétique, pardon, et aussi de regarder ça au niveau du secondaire. Alors, on s'est intéressé, en fait, à construire des tâches qui permettaient ou qui forçaient, disons, les élèves à se retrouver dans un contexte de calcul mental, c'est-à-dire sans papier-crayon, avec très peu de temps pour répondre, on pense peut-être une 15 à vingtaine de secondes. Des problèmes qui sont des bons problèmes, mais des problèmes usuels, mais dans lesquels les élèves sont vraiment placés dans un contexte différent, donc comme je disais, une 15-vingtaine de secondes, et ils doivent résoudre mentalement les problèmes, quels qu'ils soient. On peut penser à géométrie, à statistique, à algèbre. On a fait des expérimentations en trigonométrie. Donc, on a touché à beaucoup, beaucoup de thèmes. Et ils ont, dans ces 15 à 20 de secondes-là, à trouver une solution au problème. Et ensuite, on les partage et on essaie de voir quelles sortes de compréhensions qui ont été développées, comment on peut résoudre ces problèmes-là, quelles sont les entrées possibles, et ainsi de suite. Vous reconnaîtrez peut-être à travers ça, ceux qui sont entre autres familiers, en Ontario, vous êtes assez familiers avec le concept du bancho, je crois, qui vient du monde japonais un peu, qui est l'idée d'exposer des solutions. Alors, l'exposition des solutions, dans notre cas, elle se fait à travers une résolution, mais qui va être mentale, et donc pas de papier-crayon,
On a travaillé, bon, vous donner un contexte, on a travaillé dans des écoles avec des élèves de 7 à 12, donc ça dépend évidemment des enseignants qui nous invitent dans leur classe, avec des enseignants eux-mêmes, en fait, on a fait des séances avec des enseignants, avec des conseillers pédagogiques, et ensuite on a même développé des cours à la formation. Je suis en Alberta en ce moment, et j'ai développé un cours complet sur le travail, la formation des enseignants par la résolution de problèmes en calcul mental. Donc on a fait évidemment beaucoup d'expérimentations là-dessus. Donc, je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai eu envie de faire, suite à tout ça, c'est de vous donner un certain aperçu du contexte dans lequel on se retrouve lorsqu'on fait faire la résolution de problèmes aux élèves en calcul mental, de ce que certains, on appelle la richesse ou la vivacité de l'activité mathématique qui est là. C'est sûr que je ne suis pas capable de vous donner ça au tableau d'un coup, mais je vais vous montrer certaines tâches qu'on donne, certaines résolutions qui sont faites par les élèves, et j'imagine que ça vous donnera un bon point d'entrée sur comment les élèves y aident. Alors, ce que je vais faire, bon, c'est pas assez riche, les travaux que les élèves font. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler, en fait, des tâches qu'on a données. Je vais commencer avec une. Je vous montre un peu certaines stratégies qu'ils ont fait. Je vais vous montrer une autre tâche. En tout, j'ai pensé à 4 tâches à vous montrer. On a encore une vingtaine de minutes, donc je pense que ça devrait être assez bon pour vous donner un certain aperçu de ce qui est fait. Alors, par exemple, une des tâches qu'on a demandées aux élèves est la suivante. On leur a donné... et vous me le dites si vous n'entendez pas assez ce que je suis en train de dire. Je vais essayer de parler le plus fort possible. C'est particulier de parler à mon ordinateur. Mais on a donné, entre autres, cette tâche-ci aux élèves qui était, voici un triangle. Et vous avez... Donc, il y a un triangle plein et un triangle pointillé. Donc, j'imagine que vous les voyez assez bien. Et on a demandé aux élèves, tout simplement, dans ce cas-ci, c'était des élèves de 10e année. On l'a fait avec des élèves de 9e année aussi. On l'a fait avec des enseignants à la formation. On leur a demandé, en fait, lequel des deux triangles avait la plus grande aire et comment ils étaient capables de déterminer lequel des triangles avait le plus grande aire. Je vous donne un aperçu des réponses. Je veux dire, on en a une vingtaine de réponses. Je vous en donne quelques-unes. Évidemment, les vingtaines de réponses n'arrivent pas toujours dans le même cours. Une séance, évidemment, ça varie une fois à l'autre. Mais par exemple, il y a des élèves qui se sont intéressés à dire, peut-être comme vous l'avez fait en la regardant, si je m'intéresse à la partie commune, alors je vous invite à porter attention, en fait, aux raisonnements qui sont exigés en arrière de ça. Ils sont très différents de connaître, par exemple, la formule par cœur ou des choses comme ça, ou de faire des applications. Donc, l'élève dit, par exemple, ben, si je m'intéresse à la partie commune, je vois tout de suite que ce qui est la résultante de la partie commune, dans le cas du triangle pointillé, visuellement, je vois assez bien que cette partie-là est plus petite que l'autre. Bon, c'est déjà intéressant. D'autres élèves vont aller plus loin même, parce qu'évidemment aussi, il y a des stratégies qui sont incomplètes, peut-être, on pourrait juger. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est de travailler ces stratégies-là avec eux, et non pas nécessairement d'avoir uniquement plein de stratégies qui fonctionnent. Il y a des stratégies qui sont non fonctionnelles. Bon, dans ce cas-ci, ça va quand même assez bien. D'autres élèves ont dit, ben, par exemple, si j'arrive à superposer mentalement par une symétrie d'un axe qui serait ici, j'arrive à voir que mon petit bout de triangle ici, ce triangle-là que j'avais jugé visuellement plus petit que celui-là, pouvait se placer à l'intérieur d'ici. D'autres vont même aller jusqu'à dire qu'on pourrait, par rotation, avec un centre de rotation qui est ici, faire une rotation de ce bout-là et montrer qu'il est inclus à l'intérieur. Donc ça, c'est des stratégies qui arrivent. On avait, bon, 3 stratégies à l'intérieur. Et d'autres vont faire autre chose, en fait. On va retrouver, évidemment, chez certains élèves, la considération de la formule, ou, disons, une version, disons, adaptée de la formule. Donc, certains élèves vont dire, ben, ça va quand même assez bien parce qu'on a les deux un partage de base. Donc, les deux partagent la même base. Et si on regarde uniquement la formule, base fois hauteur divisé par 2 pour un triangle, dans ce cas-ci, j'arrive à voir que ma hauteur va être plus petite dans le cas du triangle pointillé que dans l'autre. Alors, si je conserve la même base, mais que ma hauteur ici est plus petite, celui qui a la hauteur plus petite va obtenir une valeur d'air, une mesure qui va être. Bon, ça va bien, évidemment. Et certains autres, indépendamment de la formule, vont dire, mais de toute façon, la hauteur, elle est plus petite. Alors, je vais le considérer comme ça. Certains vont aller même jusqu'à dire, ce triangle-là fait partie, en fait, est un demi-triangle, est un demi-rectangle qui fait partie de ce rectangle-là ou de ce parallélogramme ici. Et donc, cet autre triangle-là ici
fait partie d'un rectangle qui serait plus petit. Donc, on passe du triangle au demi-rectangle. Bon, tout ça est bien intéressant, évidemment. Je vais en parler du nombre avant de sauter à une autre façon de le faire. Un élève, par exemple, nous a dit, ben, la façon pour moi de comparer, c'est qu'avec cette partie-là commune, donc on revient à la partie commune, une chose qui est intéressante, c'est que si on prend ces axes-là ici, comme étant des côtés de pliage, lorsque je vais plier ce côté-là ici, je vais prendre une autre couleur pour bien vous montrer, lorsque je vais plier le long du pointillé ici, cette partie-là, je vais avoir quelque chose qui couvre au moins, sinon plus, le triangle partagé. Alors que ce ne sera pas le cas lorsque je vais plier cette demi-partie-là ici, cette partie-là qui reste de mon triangle, lorsque je vais la plier à l'intérieur, parce qu'elle n'arrivera pas à couvrir, elle, toute la partie qui est là. Donc, ça vous donne un aperçu du genre d'approche qui est utilisé par les élèves. Mais je pourrais aussi vous parler de choses qui sont un peu plus complexes à gérer. Par exemple, certains font référence au principe de cavalerie. On ne s'étendra pas évidemment là-dessus, mais l'idée de regarder les couches de cordes qui font partie des triangles et de comparer en fait le nombre de cordes ainsi. Mais d'autres vont penser que le fameux triangle pointillé, je vous le remets en pointillé, mais vous voyez peut-être pas vont penser que ce triangle pointillé-là, en fait, est une projection en 3 dimensions du triangle plein. Et là, les questions sont très différentes à ce moment-là, parce qu'ils nous amènent dans un monde en 3 dimensions. Ils se demandent si c'est la projection à travers un faisceau lumineux du triangle plein, ben peut-être qu'ils partagent la même aire finalement, même si de façon 2-dimensionnelle, on ne retrouve pas la même aire, peut-être qu'en 3 dimensions, on pourrait se retrouver avec la même aire. Et donc, des questionnements qui vont même aller jusqu'à la physique, de dire, en fonction d'où se positionne la source lumineuse, l'ombre va varier d'une place à l'autre. Bon, un petit exemple comme ça. Je vous parle d'une autre tâche. Une tâche très intéressante dans laquelle on a demandé aux élèves de trouver l'aire de cette figure ici. Si chaque case vaut 1 cm², si chaque longueur du plan canalisé vaut 1 cm, quelle est l'aire de cette figure-là qui a été dessinée en bleu? Cette tâche-là est très complexe parce qu'on n'a pas, premièrement, de formule pour travailler ce type de tâche-là, et ce n'est pas une figure qui est habituelle dans le travail pour nous. Mais beaucoup de stratégies vont sortir de cet aspect-là, parce que on va voir, par exemple, des élèves qui vont dire, et ça c'est particulièrement intéressant parce que les stratégies ne sont pas toujours complètes. Certains élèves vont dire, je pourrais considérer le quadrillé ici qui me donne 6. Et ensuite, j'ai 2 triangles. Ils valent grosso modo, ben, et ça, on est à peu près, en fait, on pourrait avoir une valeur de 1,5 parce qu'on est à la demi-rectangle. Et donc, on pourrait ajouter 1,5. Et celui-là, on pourrait peut-être ajouter 2, en fait, parce que on est presque à la valeur de, encore une fois, le rectangle, le demi-rectangle. Donc, on pourrait ajouter 2. Certains vont dire ça. Donc, on arrive à une valeur de 9,5. D'autres vont dire, ben, ce qui est compliqué avec ça, en fait, c'est qu'on n'a pas un triangle rectangle dans les 2 cas. Alors, il faudrait, dans certains cas, utiliser ici une certaine compréhension de la trigonométrie que l'élève avoue ne pas être capable de faire sur le champ pour arriver à travailler avec les angles et trouver la valeur de chacun des triangles. D'autres vont ajouter, ben attends, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que dans cet aspect-là, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'on compte 2 fois cette partie-là. Alors, il y a quelque chose qui se passe, en fait, parce qu'on ne peut pas ajouter 1,5 ici et 2 ici, si en plus, on compte 2 fois cette partie-là. Alors, il faudrait peut-être en enlever un peu, peut-être enlever 3/4. Alors, on arrive davantage à un 8 3/4. Donc, on avait 9,5, on avait 8 3/4. D'autres vont dire, ben, ça ne marche pas non plus, parce que moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que je n'arrivais pas à le faire, parce que ce triangle-là, comme il n'est pas rectangle, ben, il ne vaut pas 1,5. Et celui-là, ben, il ne vaut pas non plus 2. Alors, c'est 6 plus un petit peu moins qu'1,5. Ben oui, pardon. Plus 2, mais un petit peu moins que 2. Et donc là, on devrait avoir quelque chose qui est un petit peu moins que 9,5. Évidemment, on a encore la partie qui est doublée.
Donc peut-être qu'il faut enlever 1 même. Donc on a peut-être quelque chose d'un peu plus petit que 8,5. Et donc, d'autres vont proposer, et là, ça, je vous parle en fait à la même séance, c'est le même genre de travail qui fait. Vont commencer évidemment à dire, ben, peut-être cette partie-là, je pourrais l'envoyer ici. Parce qu'on est au tiers, il y a peut-être une équivalence. Peut-être cette partie-là, je pourrais l'envoyer ici. Donc, j'aurais mon 6 de départ, le 7. Et là, il faut que je travaille avec ces parties-là. Peut-être celle-là s'en va là, ça me donne 8. Et celle-là, ben, elle m'a l'air pas mal de demi. Donc, j'aurais quelque chose finalement qui serait davantage 8,5. Donc, on a une autre valeur ici de 8,5. Plusieurs stratégies comme ça. Et puis là, on a quelqu'un qui dit, moi, je l'ai fait autrement. Ce que j'ai fait pas mal la même chose que vous autres, mais finalement, j'ai pris le contour. Et puis, j'en ai enlevé votre fameux demi-rectangle que vous vouliez tantôt, ben, je l'ai, moi, parce que je vais l'enlever. Donc, c'est un rectangle, un triangle de 4 par 1. C'est par 2, donc j'enlève 2. Et ici, c'est un triangle de 3 par 1. C'est par 2, donc j'enlève 1,5. Donc, de mon 3 par 4 qui me donne 12, je vais lui soustraire 2. Je vais lui soustraire 1,5. Et je vais obtenir 8,5. Donc, juste dans cet exemple-là, j'imagine que vous arrivez à voir toute la diversité des réflexions qui sont là. Le but, pour nous en tout cas, il n'est pas de finir à dire, en effet, c'est 8,5 et cette stratégie-là qui est optimale. C'est les réflexions que tout ceci provoque pour arriver à comprendre comment on est certain, par exemple, que cette partie-là, elle va rentrer exactement dans cette partie. Qu'est-ce qui fait géométriquement que je suis capable de faire ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit de combiner des parties? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait qu'en fait, si j'additionne 6, 1,5 et 2, j'arrive à 9,5? Et j'enlève une partie qui n'est pas tout à fait 1, mais j'enlève 1 pareil, 8 donne 8,5, 8 et 3 quarts. Qu'est-ce qui arrive en fait? Si j'enlève 1, j'enlève beaucoup plus que j'ai calculé. Alors là, il y a évidemment des fouilles très intéressantes qui sont du travail du calcul mental, qui nous amènent à se demander comment ça se fait qu'en faisant un doublon, on enlève plus que 1 alors que cette partie-là ne vaut pas 1. Il y a une expérimentation assez intéressante qui est faite par la suite, les élèves qui se posent des questions supplémentaires, qui argumentent un peu entre eux. Et on est toujours dans ce cas-là, les deux exemples qui sont là, mais je vais vous donner d'autres exemples sur statistiques. On n'est pas dans une situation dans laquelle on veut apprendre des contenus. On est en train de transposer, de transmettre certains savoirs préétablis. On est vraiment dans l'action, dans une action de résolution de problèmes, où les mathématiques sont vivantes, en fait. Cette figure-là, elle est vivante, elle bouge, elle prend un sens. Les élèves s'engagent à essayer de résoudre cette tâche-là. Alors, je vous donne un autre exemple, qui est cette fois-ci lorsqu'on a travaillé en statistique. Alors, on s'est intéressé avec un groupe similaire, encore en 10e année cette fois-ci. On l'a fait avec des élèves plus jeunes un peu, mais je vous ai apporté des résultats sur les élèves je regarde l'heure, 21. Bon, je vais terminer avec une tâche. Non, ouais. Je vais vous la mettre au tableau, je ne sais pas, on va avoir le temps. Alors, par exemple, on a demandé aux élèves, on a donné cette distribution-là. Et la question aux élèves n'était pas, peut-être pas aussi standard qu'on est habitué. On a demandé aux élèves, en fait, est-ce que la moyenne de cette distribution-là, elle est plus proche de 10, de 20 ou de 30? Alors, rappelez-vous le contexte, ils ont 15 secondes maximum pour résoudre cette tâche-là. Ils n'ont pas le temps de tout additionner et de diviser, ce qui ferait probablement s'il était en compte peut-être plus très long. Alors, dans cette situation-là, laissez-moi vous dire certaines stratégies, par exemple, que les élèves vont faire. Je les ai pris en note ici parce que c'est quand même assez complexe ce qu'ils vont nous sortir. Par exemple, certains élèves vont dire que la moyenne, elle est proche de 10, parce que toutes les données tournent autour de 10. Alors déjà, on se retrouve dans une situation où on réfléchit à la moyenne est une donnée qui peut être en fait assez représentative de toutes les autres données. Donc dans ce cas-ci, ça tourne autour de 10, on va aller vers 10. D'autres vont dire que oui, c'est autour de 10, mais parce qu'il y a un 20, le 20, comme donnée un peu extrême, va permettre de tirer cette moyenne-là de 10. Donc on va peut-être avoir une moyenne de 10, on va avoir une moyenne un peu plus que 10.
D'autres vont y aller d'une autre façon en disant, par exemple, et là, c'est là que ça commence à être intéressant aussi, non pas que l'autre n'est pas intéressant. La moyenne ne peut pas être 30, parce qu'on n'a aucune donnée autour de 30. Alors, ça prendrait des données autour de 30 pour avoir une moyenne autour de 30. D'autres vont dire, elle ne peut même pas être 20, parce qu'en fait, pour avoir être autour de 20, ça prendrait beaucoup de données plus hautes que 15 au moins, pour permettre aux 20 de prendre une certaine force, par exemple d'être autour de 19 ou 18. Alors, la moyenne, elle doit automatiquement être proche de 10, parce qu'aucune des données est proche de 30, ni de 20, ou même de 15. D'autres vont combiner les données, par exemple. On va combiner ces deux données-là ensemble, ces deux données-là, où on va s'intéresser finalement à donner 1 au 9, donner 3 au 7, ce qui va m'en faire un 10, ce qui va m'en faire un 10. J'ai un 10 ici, ça ici, ça devient 10, ça ici, ça devient 10. Et on se rend compte qu'avec le 11, bon, il y a le 20 qui tire un peu, on se retrouve beaucoup autour de 10. Et ça, c'est une procédure, en fait, de répartition, où en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer l'écart à la moyenne. Donc, c'est la propriété de la moyenne qui est que l'écart de toutes les données à la moyenne, lorsqu'on les additionne, devrait être égal à 0. Dans d'autres cas, il y en a qui ont fait encore plus que ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la moyenne de certaines données. Donc, ces deux données-là ensemble ont pour moyenne 10. Ces deux-là ont une moyenne de 10. C'est là vaut 10 ici. Ou ensemble, ils donneraient à peu près 10,5. Et on a la 20 ici. Et là, on s'intéresse en fait à des moyennes de moyennes, qui est un concept très complexe en mathématiques, en fait. Il ne fonctionne pas à tout coup. Il faut vraiment prendre en compte le nombre de données qu'on a dans la distribution et comment on peut la répartir d'une place à l'autre. Et donc, ça fait émerger des réflexions très importantes sur ce travail de moyenne. Donc ça, on pourrait parler en fait des moyennes intra-distribution. Donc ça, c'est pour celle-là. Je vais vous parler, pour terminer, d'une autre tâche qu'on a donnée. Imagine que vous arrivez, en tout cas, je le souhaite, à avoir la variété de stratégies, mais pas uniquement la variété de stratégies, en fait, c'est aussi toute la réflexion qui vient en arrière de ça au niveau des types de stratégies. On a donné aux élèves 4 distributions. On a donné une première distribution qui était celle-là. Une deuxième distribution qui était celle-là. Une troisième qui est celle-là. Une dernière qui est celle-là ici. Et la question était en fait de trouver laquelle des distributions a la même moyenne. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, quand je demande cette question-là aux adultes, à des enseignants, des conseillers pédagogiques ou des gens adultes qui ont enseigné devant eux, la plupart vont s'intéresser à la distribution A et B. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, pour diverses raisons, elles ont exactement la même moyenne. Ce qui nous a particulièrement intéressés pour la vivacité de l'activité dans laquelle les élèves s'installaient, c'est que les élèves ne se sont pas arrêtés uniquement à la même moyenne. En étant en situation de calcul mental, 15 secondes pour trouver quelle distribution a la même, les élèves se sont intéressés aux distributions qui avaient des moyennes très proches. Par exemple, je vais vous donner des exemples. On va dire, par exemple, certains élèves vont dire que la A et la D ont la même moyenne, parce que, mis à part un qui diffère 41 au 40, on a exactement la même distribution. On se retrouve dans une situation où on est capable d'analyser les distributions, et c'est quand même vrai que la donnée 1, sur un énorme ensemble de données, ne va pas changer grand-chose à la moyenne. Si on avait 1 million de données et uniquement 1 de différence au niveau du total, on pourrait quand même affirmer que la moyenne est assez proche l'une de l'autre. Donc déjà, on rentre dans une certaine réflexion de cette nature. D'autres se sont intéressés, par exemple, à dire que c'est évidemment A et B. Pourquoi? Bon, il y en a vraiment beaucoup, je vais vous faire un petit résumé là-dessus. Parce qu'elles ont exactement elles ont exactement les mêmes données, mis à part le 43. Mais finalement, ajouter le 43 ici ou l'enlever, ça ne change rien. Parce que si le 43 il est la moyenne, je peux, dans une distribution, ajouter ou enlever la moyenne et ça ne change pas à la moyenne finale de la distribution. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses en arrière de ça. C'est-à-dire que d'ajouter la moyenne à la distribution ne change pas sa moyenne, mais aussi que lorsque j'ajoute 43, ce que je suis en train de travailler, c'est une propriété de la moyenne, comme je vous disais tantôt.
que la distance entre la moyenne et ces données, au final, lorsqu'on les additionne, va donner 0. Alors, ajouter une donnée qui a une distance nulle avec la moyenne elle-même ne va pas changer ce qui se passe au niveau de la moyenne dans une distribution. Ça, c'est une stratégie qui est particulièrement intéressante. Et on sait que chez les élèves, c'est quelque chose qui est complexe à comprendre. Alors que dans ce cas-ci, ça a été quand même assez simple. D'autres se sont intéressés, par exemple, à cette donnée-là ici, en disant, par exemple, que ces deux distributions-là sont très, très proches l'une de l'autre. Parce que le fameux 47 est tellement fort qu'il va tirer la moyenne du 41-42 vers 43 et peut-être un peu plus loin. Et que pour compenser, on a besoin de deux données plus près du 43 pour être capable d'aller tirer aussi loin que le 47. Ce qui est intéressant derrière de ça, c'est la considération des données extrêmes, qui pourraient même, dans certains cas, si on avait eu 147, on aurait pu commencer une réflexion, par exemple, sur l'intérêt ou la pertinence de conserver cette donnée-là lorsqu'on veut vraiment faire la moyenne. Est-ce que cette donnée-là va devenir une donnée aberrante? Est-ce qu'on continue à la considérer dans notre calcul de moyenne? Je parle de d'autres. Bon, une autre stratégie que j'ai trouvée très intéressante, c'est un élève qui a dit, finalement, on peut s'intéresser à toutes ces données-là en enlevant 40 à chacune. Parce qu'ils ont comme particularité, en fait, ils partagent tous une valeur de 40. Alors, finalement, cette distribution-là, elle va devenir la distribution suivante. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 7. 0, 2, 4, 5. Et on a à faire la moyenne de chacune de celles-là, qui sont beaucoup plus accessibles que de calculer des gros nombres comme ça. Et on se retrouve, par exemple, à voir que ces deux-là ont exactement la même moyenne. Surprenante un peu comme au départ, cette stratégie-là. Mais lorsqu'on pense à la courbe normale, qui est souvent, en fait, l'outil qu'on va utiliser la plupart du temps lorsqu'on va travailler à faire une moyenne, ce que ça signifie, cette idée-là, c'est que le comportement de ces distributions-là est le même que le comportement de ces distributions-là. La seule différence, c'est que dans un cas, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est une translation de la distribution elle-même. Donc, en étant capable d'affirmer qu'on peut enlever les 40, c'est de dire que je peux m'intéresser à une distribution beaucoup plus simple, qui est ici, et les conclusions que je vais en tirer sont les mêmes que la distribution qui est ici. C'est quand même assez intéressant comme réflexion mathématique. Bon, écoutez, je pourrais continuer comme ça assez longtemps. J'en ai au moins une quinzaine qui se sont produites, en fait, dans une des séances. Mais je regarde l'heure et puis je me dis, peut-être que, bon, on arrive à une certaine fin. En même temps, bon, l'intérêt pour moi dans tout ça, c'est bien d'étaler tout ça. Écoute, je pourrais vous en parler pendant des heures des travaux que les enfants font sur la résolution de nos problèmes. Une des choses, par contre, qui m'apparaît intéressante, c'est la centration sur la résolution de problèmes, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je vais vous laisser avec je vais vous ramener à l'écran partagé. J'ai deux belles citations pour vous, qui, en tout cas, je crois que vous allez trouver assez intéressantes. Une première qui nous vient d'un Anglais, en fait, Plunkett. Bon, j'imagine que vous êtes tous capables de lire l'anglais, donc c'est une bonne chose. J'ai une citation en français par après. Et qui a été écrite en 79, en fait. Et qui parle, bon, je vous laisse la lire, mais qui parle, en fait, de toute cette idée-là de centration sur les algorithmes écrits et les contenus. Et que tous ces algorithmes-là, en fait, sont passés date, en fait. On est en 79, hein, ça fait quand même 35 années au moins. Et que maintenant qu'on a les algorithmes mentaux, qu'on utilise des calculatrices, qu'on a des méthodes non standards d'écrire, en fait, on perd beaucoup de temps à travailler les trucs standards et plein de choses qui amènent, bon, selon lui, beaucoup de frustration ou de détérioration d'une attitude envers les mathématiques. L'autre citation qui m'apparaît encore, en tout cas, moi, que je trouve très intéressante, c'est celle du philosophe Alain, qui est encore plus vieille, on pourrait même 85 ans, qui parle en fait du calcul mental directement et qui dit que le calcul mental, c'est une partie brillante et neuve de notre enseignement. Bon, on est dans les années 30, évidemment, ça fait un petit bout. Le maître et même l'élève, il invente sans cesse de nouveaux moyens de courir sans se tromper. Ce genre d'exercice est sain pour l'esprit, c'est mépriser la fonction mécanique, c'est la gouverner de haut, c'est se dépêtrer de la même manière que celui qui apprend à marcher, à courir, à grimper, à nager. Bon, à tirer le lapin, on fait moins ça aujourd'hui.
Et ensuite, il ajoute, il en est de ces cas comme celui du calcul mental où la vitesse ne doit jamais être séparée de la sûreté. Même si on donne un certain temps, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'activité elle-même. Comment donc faire? Donc, il faut seulement choisir les premiers exercices de façon que l'apprenti puisse aller très vite sans se tromper. Et en somme, au lieu d'aller du lent au vite, qui est trompeur, il faut toujours aller en vitesse, du simple au complexe. Et j'ai marqué que cette dure méthode plaît et qu'elle forme le caractère aussi. On apprend à compter comme on apprend à traverser une rue. Il ne s'agit pas d'aller lentement, mais il faut saisir le moment, apprendre à disposer de soi et faire vite sans aucune peur. Bon, je vous mets ces citations-là parce qu'elles m'apparaissent intéressantes dans l'idée de remettre de l'avant cette idée-là, de développer le travail mathématique chez l'élève plutôt que de faire une certaine répétition des choses spontanées. Bon, je ne sais pas s'il reste quand même du temps pour vous pour discuter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, avec le temps qui est là et le cadre dans lequel on était, je crois que ça fait quand même le tour. C'est un peu, je dirais que je n'ai pas envie de me lancer dans des conclusions très importantes, mais plutôt que c'est un peu à vous à voir avec quoi tout ceci rime pour vous. Et puis, c'est peut-être à vous, évidemment, d'y penser pour vous-même, de toute cette richesse qui, moi, m'apparaît assez exceptionnelle et qui me fait réfléchir beaucoup aux maths comme une activité, en fait. Alors, je crois que je fais le tour. Et puis, ben, Jules, je ne sais pas comment on a à gérer cette situation-là, si les gens... Ben, je te remercie beaucoup. Puis c'est ça, je vais ouvrir parce qu'il y en a qui ont dû quitter pour 16h30, mais il y en a qui sont encore là. Alors, j'ouvre les micros aux gens. S'il y a des gens, je vois qu'il y a encore des gens à Ottawa. S'il y a des gens qui ont des questions pour Jérôme ou si ça a vraiment fait le tour. En tout cas, moi, je vous donne le temps d'y penser un peu. Pour moi, c'était vraiment cool parce que c'est un peu un lien avec ce que j'ai vécu à NCTM cette année à San Francisco. Le président maintenant, le nouveau président de NCTM, qui est Matt Larson, j'ai suivi son atelier, puis c'était très intéressant. Il disait, je vais essayer de paraphraser en français, les algorithmes ont divorcé la mathématique sur laquelle ils se sont fondés. Et donc, on enseigne les algorithmes et non la mathématique derrière l'algorithme. Donc, c'est intéressant de voir, où on est rendu, si c'est important, si c'est pas important, et ce dialogue-là m'a fait penser un petit peu à ta présentation parce qu'évidemment, on est en train de travailler pas les algorithmes, mais vraiment le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, se poser des questions, penser, essayer de voir différentes solutions. C'est pas des algorithmes différents, c'est juste des façons de voir le problème. Donc, je pense un petit peu, si on parle de l'avenir des mathématiques, je pense qu'elle est là. C'est de pouvoir créer des penseurs différents qui peuvent voir des situations de différentes façons, mais venir à s'arrimer ensemble sur une solution possible. Donc, c'est très, 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 en tout cas, en lien avec ce que j'ai vu jusqu'à date. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Ottawa ou je pense que Timmins est là aussi? Là aussi, si les gens, des fois, ont envie d'interagir sur ces idées-là ou discuter, ça peut... Oui, c'est ça. Des commentaires? Non, ça va? Je laisse encore un petit 10-15 secondes. Bien, sur ça, oh, la caméra se change. Non, c'est bon. Bon, bien, sur ce, Jérôme, je te remercie énormément d'avoir pris du temps personnel, d'ailleurs, pour venir nous présenter. Puis, c'est toujours apprécié de pouvoir penser autre que notre petite boîte d'enseignement, d'essayer de l'exploser, puis d'aller ailleurs avec ça. C'était un plaisir. Merci au nom de la FEMO, je te remercie énormément. Alors, on l'applaudit. Merci tout le monde. Merci d'être à participer tout le monde. Puis oui, bravo. Et puis, on se retrouve à une autre rencontre virtuelle, possiblement. Sinon, regarde, on se retrouve dans le monde. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Alors, au revoir tous les sites. On se revoit bientôt.